Bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, chers téléspectateurs de Média France TV. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission intitulée Sans langue de bois. Ce soir, nous accueillons monsieur Jean-Philippe Maurer, vice-président du conseil départemental du Bas-Rhin, mais également conseiller municipal de Strasbourg depuis mars 2014. Donc bienvenue monsieur Maurer. Merci beaucoup, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc nous avons une personnalité publique et également politique, engagée à Strasbourg, particulièrement dans le canton de la Méno et du Neuhof, mais également dans toute la ville de Strasbourg. Alors, je vous ai un peu googlisé avant votre arrivée, et je sais que vous avez été élu la première fois en mars 1998. Donc cela, ça fait un peu 20 ans. Ma première question, c'est pourquoi vous avez eu un engagement politique ? Ça me travaillait depuis longtemps, mais l'occasion ne s'était pas présentée parce que je pense qu'un citoyen doit s'engager pour des valeurs. Et pour moi, à la fois l'action directe, l'Europe également a toujours été pour moi une sorte de vigie, de phare aussi. Et je crois qu'à un moment donné, quand on a envie d'agir et de faire, on ne peut pas rester de l'autre côté de la barrière, comme on dit. Et donc à un moment donné, l'occasion s'est trouvée, en tout cas, de dire il faut y aller. J'ai été candidat à la candidature et j'ai plongé dans la bataille qui était compliquée, pas facile, puisque Daniel Leffel, ministre, président du Conseil général, sénateur, s'arrêtait. Et donc, ça a été un challenge compliqué. Mais c'est une figure importante du centrisme strasbourgeois. Figure importante, respectable, éminente et incontestée, et quelqu'un qui fait consensus aussi. Et donc, la marche était haute à franchir. Ça s'est bien conclu. Et depuis, voilà, j'arpente les quartiers sud de Strasbourg. Alors, vous avez été également élu député de la République, donc député du Bas-Rhin, particulièrement de la 2e circonscription de Strasbourg en 2007. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, c'est-à-dire tout au long de votre mandat de 2007 à 2012, les actions que vous avez faites pour les Strasbourgeois tout au long de cette législature-là? À la fois, bien sûr, il y a beaucoup de dossiers locaux à suivre, notamment les dossiers européens, puisque Strasbourg a cette caractéristique d'être la ville européenne, une ville diplomatique, et donc la défense de Strasbourg est toujours une préoccupation importante. J'ai aussi été sensibilisé à une cause environnementale grâce à des amis apiculteurs de Strasbourg aussi, qui m'a amené à créer l'amicale parlementaire de l'apiculture, puisque l'abeille est la sentinelle de l'environnement. Et donc c'est ainsi que j'ai créé cette amicale qui me semble toujours avoir son utilité, puisqu'elle existe toujours. Et donc c'était pas juste comme ça une idée en passant qui n'a pas fructifié. Et donc je crois que là aussi c'est une façon de valoriser toute la défense de l'environnement à travers l'abeille qui est menacée pour différentes raisons. Et j'ai lu aussi sur un des articles, vous avez fait une proposition de loi pour la reconnaissance du vote blanc. Oui, le vote blanc, parce que beaucoup de nos concitoyens sont quelquefois désemparés, souhaitent manifester leur mécontentement, ne souhaitent pas voter pour les extrêmes et finalement ne votent pas pour certains d'entre eux ou expriment un vote plus d'opposition que d'adhésion. Et donc la reconnaissance du vote blanc et le compter à part du vote blanc permettait vraiment de l'inscrire en tout cas dans l'expression des résultats, de ne pas le mélanger avec les votes nuls notamment. Et c'est bien dommage qu'on ne soit pas arrivé à faire aboutir de telles propositions, je crois, mériteront peut-être à l'avenir de trouver toute leur place, parce que je crois que les citoyens ont le droit d'exprimer leur mécontentement, et le vote blanc peut tout à fait leur permettre de le faire et d'être en tout cas compté et reconnu comme tel. D'une part parce que ça permettrait aussi que ce vote, peut-être de contestation, aille dans les extrêmes, que ce soit l'extrême droite ou peut-être l'extrême gauche. Au moins, ça permettrait, s'ils savent que leur vote est comptabilisé, il y aura un plus grand nombre de citoyens inscrits sur les listes électorales qui pourront aller voter directement. Voilà, et je crois que ce dénombrement de ce vote blanc, effectivement, évite à des personnes, par dépit, de voter pour les extrêmes, sans qu'elles s'y reconnaissent nécessairement.
Et je crois qu'aussi, ce serait une façon de dire que la citoyenneté peut s'exercer même par un vote blanc. L'important, c'est ce qu'on dit toujours, c'est d'aller voter. C'est d'aller voter. Vous avez été également vice-président du groupe France-Turquie. Donc c'est une thématique, moi, à titre personnel, qui m'intéresse beaucoup. Et qu'est-ce que vous avez fait concrètement? C'est-à-dire, parce que 5 ans, c'est un long mandat. C'est court, mais c'est long aussi également. Et c'est une période où je crois que les relations avec la Turquie étaient complexes et même compliquées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'était très intéressant parce qu'on a vécu une période compliquée pour plusieurs raisons qu'on connaît, qu'on évoquera peut-être encore. Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis rendu compte de ce qu'est la diplomatie parlementaire, puisque les gouvernements avaient du mal à se parler. L'année de la Turquie en France, à mon sens, n'avait pas été bien valorisée, bien accompagnée, ce qui est très très regrettable parce qu'on est passé à côté de moments éminents qui auraient vraiment pu faire que cette culture-là et toute la qualité artistique soit valorisée. Ça n'a pas du tout suffisamment été le cas. Eh bien, je me suis rendu compte que la diplomatie parlementaire, dans les moments difficiles, permet quand même d'avoir des relations et des contacts. Nous avons été, d'une part, reçus en Turquie, en tant que délégation officielle. Nous avons reçu également nos homologues de la GANT, la Grande Assemblée nationale de Turquie, également en France. Eh bien, je crois que ça permet non seulement de tisser des liens, de s'exprimer, et de montrer que quelles que soient les difficultés ponctuelles qui peuvent exister, les groupes d'amitié permettent d'avoir des relations, peuvent aussi encore nous permettre, nous, d'entrer en résonance à la fois avec les associations qui sont installées en France, dire des choses aussi à nos compatriotes français qui sont en Turquie également et qui sont quelquefois un peu subissent un désarroi parce qu'ils ne comprennent plus trop ce qui se passe par rapport au travail qu'ils font sur la durée, la qualité des relations qui se nouent sur place, et donc on peut émettre des signaux positifs, et c'est vraiment ce qu'on a fait. D'accord. Après, il y a un acte politique que vous avez posé en tant que député de 2007 à 2012 et qui nous a beaucoup touchés, en tout cas les franco-turcs ou les originaires de Turquie qui vivent en France. Lorsque vous êtes opposé à la pénalisation de la loi portant sur la reconnaissance du génocide arménien. Alors, je pense que vous avez été un peu seul aussi dans cette bataille politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Je pense que les rapports de force étaient un peu différents aussi à cette période. Oui, les rapports de force étaient différents, et je me dis qu'avec le recul, finalement, les plus beaux combats qu'on mène, c'est quand on est un peu seul, parce que c'est là vraiment, il faut mettre toute son énergie sur la table et expliquer à des gens qui veulent pas entendre. Et je crois que là aussi, l'idée, parce que l'Assemblée, il y a quelques années, a fait un travail pour dire qu'on ne fera plus de loi, d'une part mémorielle. Et là, il s'agissait d'un texte un peu compliqué, qui était la pénalisation de la négation du génocide arménien. C'était à peu près rajouter une couche à une couche déjà. Et je crois que fondamentalement, quand les peuples doivent se parler, c'est pas la meilleure façon d'une part de le faire. Nous savons tous que l'histoire est tragique. C'est ainsi, elle est tragique. Et on ne va pas à chaque fois revenir sur cette histoire tragique pour essayer d'en faire un emblème. Et donc, moi, en tant que citoyen engagé à Strasbourg, dans le Bas-Rhin en Alsace au niveau national, ce texte n'a rien amené de positif, bien au contraire, ça a créé beaucoup de soucis, et encore une fois, je crois qu'à un moment donné, laissons aux historiens des pages d'histoire à écrire, à commenter, des gens excellents pour ça, et laissons aux élus le soin de construire le présent et l'avenir. C'était vraiment tout le sens de mon engagement, de respecter les peuples également, tous les peuples, et donc également le peuple turc, bien entendu. Et d'autant plus que ça a été retoqué sur le plan constitutionnel quelques mois plus tard. Tout à fait. Et voilà. A invalidé, c'est-à-dire la proposition de loi en disant qu'elle n'était pas constitutionnelle. Voilà, puisqu'on n'a pas obtenu gain de cause lors de l'examen de ce projet de loi, et donc 60 députés sénateurs peuvent faire un recours au Conseil constitutionnel, c'est ce qui a été fait, et donc les sages du Conseil constitutionnel nous ont donné raison, et donc on se dit que finalement
tout ça pour ça, un gâchis, puisque les relations France-Turquie ont été altérées durablement pour cette raison-là. Et je crois que c'est vraiment, c'était une sorte de loi de circonstance complaisante, dans une visée électorale aussi. Hein. Et finalement, comme je dis, tout ça pour ça, alors qu'on aurait vraiment pu densifier le partenariat entre la France et la Turquie. Tout à fait. Sachant que entre la France et la Turquie, c'était les plus grands alliés historiques. C'est-à-dire, il y a une relation diplomatique très ancienne de François Ier avec Soliman le Magnifique. C'est justement à l'approche de la Première Guerre mondiale où les partenaires commencent à changer, c'est-à-dire que l'allié de la France, de la Turquie, devient l'empereur prusse d'Allemagne, et la France tisse une relation diplomatique avec la Russie. Donc l'Empire ottoman change de fusil d'épaule avec les Allemands, et c'est à travers la Première Guerre mondiale, mais pendant 4 siècles, il y avait une relation diplomatique très forte et très dense. On le retrouve notamment avec la création des écoles françaises en Turquie, et on le retrouve aussi par la formation des cadres ottomans qui étaient formés dans les écoles polytechniques en France, je veux dire. Et on a même encore pour d'autres raisons, des descendants de la famille ottomane qui vivent à Paris. Oui, et les cadres de ce qu'on appelait la jeune Turquie qui s'est mise en place sous Mustafa Kemal Atatürk étaient notamment des officiers supérieurs qui étaient imprégnés de culture française. Et quand j'avais été visiter le mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, dans sa bibliothèque, il lisait les ouvrages français en français. Et donc il était aussi francophone et francophile, et on l'oublie hélas trop souvent. Trop souvent, et d'autre part c'est que la langue française était une langue beaucoup plus parlée au début du XXe siècle au niveau mondial. C'est-à-dire qu'elle a été un peu remplacée par l'anglais aujourd'hui. C'était la langue non seulement diplomatique, internationale, la langue des cours également, et donc dans toutes les cours d'Europe notamment, on parlait français, c'était une sorte d'espéranto. L'anglais d'aujourd'hui, c'était le français qui permettait de circuler de cours en cours, et l'Europe se parlait à haut niveau en français, ce qui était tout à fait remarquable, et je crois que c'est bon de le rappeler. J'ai aussi un grand moment de bonheur quand j'avais été en Turquie. On a été reçus aussi par ce qu'on appelle des Levantins, qui étaient des Français qui, il y a des centaines d'années, se sont installés en Turquie. Dans la région de Syrie, c'est ça, le Levantin, c'est... Oui, mais des grandes familles aussi dans l'économie, qui, je crois que c'était sous François Ier, c'était arrivé, et qui parlent encore en français tout à fait parfait. Et donc, on avait pu également les rencontrer et dîner avec eux, et on s'aperçoit finalement que quand l'âme souhaite garder également cette ouverture sur le monde, ça peut se faire aussi, notamment à travers le français qui a perduré. Et voilà, c'est des signes de France qui perdurent. Et je crois que là aussi, c'est le reflet d'un pays qui n'est plus la France de Louis XIV, mais qui en tout cas encore a un rayonnement. Et on a essayé à notre mesure d'y contribuer. Alors, j'aimerais un peu parler vous êtes un élu de proximité. En tout cas, vous êtes connu dans la vie associative et auprès des Strasbourgeois. Je dirais que c'est un peu votre marque de fabrique. Vous êtes présent à toutes les activités, tous les week-ends, c'est-à-dire on le sent, il y a une présence active. Je pense que c'est aussi une volonté de votre part d'être présent et visible. Et il y a plein d'activités que vous faites autour de la proximité. Alors, on a entendu parler du café littéraire, j'ai pris quelques notes, la marche de la fraternité, la commémoration de la chute du mur de Berlin. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, en tant qu'élu, toutes ces activités-là, je pense que ça vous permet de faire vivre un tissu associatif et autour de thématiques... Tout à fait. Alors, la raison fondamentale est là, je pense qu'on ne doit pas être spectateur, mais acteur. Et donc, pas regarder, même si on participe, il faut être acteur. Et donc, en disant agir, mais comment agir et pourquoi agir? Eh bien, les 3 exemples que vous évoquez, c'est à chaque fois un constat. Café littéraire, à la Méno, pas de bibliothèque, un quartier qui a eu des moments très difficiles avec les voitures brûlées, donc une mauvaise réputation, une pas très bonne réputation. Je me suis dit, la culture peut y remédier. Et donc, c'est la raison pour laquelle, il y a près de 5 ans, j'ai mis en place ce café littéraire, qui, une fois par mois, accueille un auteur.
Et à chaque fois en ouverture, je dis qu'avant, peut-être que les auteurs passaient à la méno, mais ne s'y arrêtaient pas. Maintenant, ils s'arrêtent, rencontrent leurs auditeurs et présentent leurs ouvrages. Et donc, samedi dernier, nous avons accueilli le 41e auteur, chaque fois un auteur différent. Et donc, ça installe la méno dans... Et ça dure depuis combien de temps? Quand on dit 41e, ça fait au moins 2-3 ans, alors je Plus, puisqu'on n'en fait pas en juillet, en août. Hein, donc, ça, je l'ai mis en place à l'automne 2012. Et donc quasiment depuis 5 ans. 5 ans, c'est toujours une aventure, parce qu'au début, on n'a pas d'expérience, et voilà, il faut se lancer, et il faut continuer. Voilà un exemple. Marche de la fraternité, pareil, je me suis dit, la diversité religieuse est présente dans nos quartiers, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et plutôt que de faire de la théologie, c'est pas mon métier, je n'en saurai jamais assez dans ce domaine-là, je me suis dit, chacun peut marcher, mettre un pied devant l'autre pour marcher ensemble. Et donc, c'était de le faire non pas en réaction à un événement, mais de dire qu'on se mobilise tous pour montrer que cette marche de la fraternité, eh bien, chacun peut y contribuer. Et avec les années qui passent, chaque fois, nous élargissons le cercle des associations cultuelles qui y participent. Et donc, on a commencé avec 4-5. Aujourd'hui, on associe maintenant le quartier du Neuhof. Et donc, tous les ans, on accueille une association cultuelle quasiment supplémentaire. Et donc, aujourd'hui, on peut compter sur une bonne dizaine de structures, d'églises, de temples, de mosquées qui participent, et pour donner également cette image de dire ce qui doit rassembler est plus fort que ce qui pourrait diviser. Voilà le sens. C'est une devise intéressante. Et en tout cas à faire vivre. Voilà, voilà. Et pareil, commémoration de chute de Berlin, je me suis dit c'est incroyable. On est à Strasbourg, capitale européenne, symbole de la réconciliation franco-allemande. Et finalement, cette chute du mur de Berlin passe totalement inaperçue. Et donc, avec mes petits moyens, tous les ans, on met en place un mur en boîte de carton. Je rappelle les circonstances de ce mur de Berlin, des personnes éminentes qui ont essayé, qui étaient les acteurs de l'histoire, et donc avec un drapeau allemand, français, européen, et à la fin, on renverse le mur avec des enfants aussi, pour montrer que cette Europe, cette Allemagne divisée, cette Europe du rideau de fer, aujourd'hui, c'est quand même une Europe où il n'y a pas de limite, de séparation entre deux Europes. Il y a des frontières, mais ce ne sont plus les frontières qu'on a connues, où on risquait sa vie de passer d'Allemagne de l'Est à l'Allemagne de l'Ouest, où des gens qui voulaient traverser de l'autre côté risquaient leur vie. Enfin, c'était quand même un régime terrible. Et donc, je crois que cette Europe de la réconciliation devait être incarnée également à travers cette commémoration. Alors, plus peut-être une question un peu plus politique, strasbourgeoise, où on sait qu'aujourd'hui, donc dans la majorité municipale à Strasbourg, il y a une équipe en marche, donc il y a des velléités dans cette équipe, notamment on entend à travers la presse que M. Fontanelle ou Olivier Bitz pourraient être le futur candidat en 2020 ou 2021. Il y a, je pense, aussi des velléités au PS, et j'aimerais savoir un peu à droite, donc dans votre famille politique, aujourd'hui, qui va porter, on va dire, le projet de Strasbourg en 2020, en 2021? Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas un leadership qui se dégage? C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on n'arrive pas très bien à comprendre dans votre famille politique. Donc, on a besoin un peu d'éclaircissement. Je crois qu'aujourd'hui, comme vous l'évoquez, le paysage politique a été bouleversé par l'élection du président Macron et d'En Marche qui s'est mis en place, qui se met en place et qui du coup fracture la vie politique. C'est vrai à gauche, c'est vrai aussi au centre et en partie à droite. Je crois qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui pensent très certainement aux municipales, aux prochaines municipales. Je crois en même temps que, vous savez, ce qui compte d'abord, c'est, à mon sens, de faire un travail de fond. De trouver le ou la championne qui portera les couleurs en 2020. Il y aura encore largement le temps pour cela. Je crois qu'aujourd'hui, c'est de montrer les carences, les faiblesses de la gestion municipale,
d'argumenter, c'est argument contre argument, c'est pas un procès d'intention. Et donc je crois que le travail aujourd'hui qui doit être mené, c'est d'approfondir encore les dossiers, de la pertinence sur les griefs que l'on peut formuler, qui peut dessiner également les contours d'un projet municipal pour 2020. Et donc tout le travail qui se fait, qui se fera encore, sert à dessiner les contours d'un projet municipal différent. Et je crois que ce qui est important, c'est que c'est pas une question d'ego, c'est une question d'engagement. Et donc, moi aujourd'hui, en tant qu'opposant à la municipalité en place, c'est d'inviter tous et tout le monde, ce qu'ils font, de continuer à travailler sur le fond. Il sera bien assez tôt encore de savoir qui portera les couleurs de la droite et du centre pour les élections de 2020, parce que même si de temps en temps les campagnes partent de loin, le cœur de la bataille quand même souvent se vit les 2-3 derniers mois de scrutin. Et donc, mais vous savez, le grand public, ils ont toujours besoin de s'identifier. Je le vois moi dans les discussions que j'ai avec les uns et les autres, que ce soit à droite ou à gauche, ou même dans le tissu associatif. Souvent, les personnes ont besoin de s'identifier à une personne. Ils veulent savoir que voilà, un tel sera le leadership, sera la tête de liste des municipales de la droite. Peut-être que les personnes se préoccupent dans un second temps du programme. Certes, le programme est important parce que c'est ça qui va réellement définir la politique qui sera menée tout au long des 6 ans. Mais souvent, les personnes ont besoin de s'identifier à une personne. Et je pense que c'est les personnes avec leurs idées, avec l'attente qu'a les Strasbourgeois, quelque part qui foisonnent le programme. Je pense qu'il faut rassurer les Strasbourgeois, ils ne seront pas déçus, il y aura bien une tête de liste. À Strasbourg, les grandes villes, c'est aussi les formations politiques qui en définitive décident de qui sera la tête de liste. Donc chacun peut se proclamer tête de liste tous les matins. Mais ce que je perçois également, de travers ce que vous dites, et vous avez tout à fait raison, c'est qu'il y a quand même une attente de politique et de la politique et d'incarner la politique. Et c'est bien normal qu'il en soit ainsi. Voilà, je crois que, vous savez, l'année 2017 se termine bientôt. L'année 2018, on n'en est pas loin. Voilà, je crois que là aussi, donnons un peu à la fois de sérénité. S'il y a des impatiences normales, voilà, tempérons-les un petit peu, et le temps qui passe, de toute façon, donnera l'ensemble des réponses à tout le monde. D'une part, et d'autre part, de toute façon, la future grande élection, c'est les municipales. C'est pas les européennes, parce que je pense pas que les Français sont très préoccupés, même si on est en plein cœur de l'action, on a le Parlement, le Conseil de l'Europe. Mais la vraie grande élection, c'est les municipales qui auront lieu en 2020 ou éventuellement en 2021. Voilà, avec là aussi des fortes participations, plus fortes que d'autres scrutins. Et donc, voilà, ce sera une bataille à mener. Monsieur Maurer, une dernière question sur l'actualité internationale. Donc aujourd'hui, comme vous le savez depuis hier et aujourd'hui, le Moyen-Orient est en train de bouillonner. Et il y a donc le président des États-Unis d'Amérique, M. Trump, qui veut déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, et il souhaite également qu'Israël a sa future capitale à Jérusalem. Donc il y a une position, un lever de bouclier très fort, peut-être à juste titre, des pays musulmans et arabes de la région. J'aimerais avoir un peu votre avis, c'est-à-dire je sais que c'est un point qui est très clivant et qui est problématique aussi, de part et d'autre, mais j'aimerais juste avoir votre avis, une analyse sur ce sujet-là. Quand on observe le Proche-Orient, on voit que c'est une région du monde très compliquée, où l'équilibre est précaire, mais il est réel. J'ai vu avec beaucoup de satisfaction que le Hamas et l'autorité palestinienne se sont réconciliés. Ce qui était important, puisqu'il s'agissait aussi pour eux de trouver sur 2 petits territoires un accord politique, une forme de gouvernance partagée. Et donc, je serais plutôt un adepte d'Henry Kissinger, qui lui était un partisan de la politique des petits pas. Trump, c'est tout à fait différent, c'est des coups de menton et des coups d'éclat s'il peut en faire. Je crois que c'est
plus facile de défaire. Je pense qu'avec les deux mots, vous avez résumé. Coup de menton, coup d'éclat. Je pense que ça reflète un peu bien la personne. Tout à fait. Ouais. Et il est plus facile de défaire ce que des décennies ont construit que de travailler utilement à rapprocher des points de vue. On sait que rien n'est facile, que chacun doit apprendre sur soi. Et donc, je pense en même temps que les conseils diplomatiques de M. Trump doivent être assez ennuyés parce que la formation de diplomates, qui sont des formations pointues, nécessite des approches très fines. Et je ne voudrais pas, en tout cas, qu'une décision celle de déplacer son ambassade, c'est les USA, mais que ces décisions, ces orientations ne créent pas, en tout cas, de nouvelles sources de tension dans une région du monde qui a besoin d'apaisement. On voit que les conflits baisse en violence en Syrie, en Irak également. La situation au Liban est tout sauf simple, mais vaille que vaille. Voilà, le président Hariri est retourné au Liban. Le Liban et la Syrie sont voisins d'Israël. Et donc, je crois que dans cette région du monde, comme dit, les coups de menton et les déclarations hâtives, à mon avis, ne sont pas de celles qui sont constructives pour l'avenir. Et donc, mais c'est Donald Trump. Donald Trump a menacé, je crois, de rayer la carte ou d'envahir la Corée du Nord. Entre-temps, à chaque lancée de missile, il fait 1500 km de plus. Donc voilà, il n'a rien réglé et il attise encore souvent le courroux de ceux auxquels il voudrait s'opposer. Tout à fait. Alors, notre dernière question, un avis tranché. Oh. Alors c'est à toi, à vous de nous dire ce que tu souhaites, un avis tranché. Un avis tranché sur... Peu importe, tu choisis la thématique que tu veux. Ça peut être sous forme de message. J'aurais un message. Vous voyez que j'étais samedi soir au Racing contre Paris Saint-Germain. Victoire historique du Racing Club de Strasbourg contre Paris Saint-Germain. Personne pratiquement ne misait sur la victoire de Strasbourg. Un copec, on aurait dit 1 euro sur la victoire de Strasbourg. Strasbourg a gagné. Et donc le message, c'est qu'il n'y a jamais de combat perdu d'avance. On ne perd que les combats qu'on ne mène pas. C'est très joli. Alors sur ces belles paroles, chers téléspectateurs, chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission. Donc nous remercions encore une fois Monsieur Jean-Philippe Morer, vice-président du conseil départemental du Bas-Rhin. Et je termine avec ces belles phrases. N'oubliez pas de dire à ceux qui vous sont chers, à ceux qui vous sont proches, que vous les aimez.